Bonjour à toutes et à tous. C'est encore un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour la troisième séance de ce mini-cours sur les formes et les fondements de la solidarité humaine. Et comme vous le savez, nous parlons beaucoup de la théorie de l'attachement social. La séance d'aujourd'hui sera consacrée aux luttes sociales. Je voudrais essayer avec vous de montrer comment on peut interpréter les luttes sociales contemporaines à partir justement de la théorie de l'attachement social et à partir des différents types de liens sociaux que nous avons examinés au cours des deux dernières séances. Alors, je vous rappelle le programme. Euh, Nous avons étudié le tissage des liens sociaux. Je vous ai proposé dans la première séance une approche conceptuelle qui ouvrait sur la théorie de l'attachement social. La séance dernière portait sur l'entrecroisement inégal des liens sociaux, sur les anxiétés de l'attachement. J'ai essayé de développer la perspective des inégalités tout en continuant à enrichir l'approche de la théorie de l'attachement social. Et aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai indiqué, je voudrais vraiment mettre en relation les liens sociaux et les luttes sociales. Je vous rappelle également le programme dans sa globalité. Jeudi prochain, ce sera la quatrième séance, elle sera consacrée à l'analyse des comparaisons internationales qui sont une partie des recherches que j'ai pu mener ces dernières années. Et je voudrais essayer d'examiner la question sous l'angle des différents régimes d'attachement social. La cinquième séance, là, ça sera la semaine prochaine, sera consacrée à la réalité sud-américaine de l'attachement social et notamment aux variations que l'on peut trouver autour du familialisme. Et enfin, la dernière séance, on sera le 17 août. Je voudrais vous parler des perspectives de recherche qui sont les miennes, mais qui peuvent être aussi les vôtres, autour donc de la théorie de l'attachement social. Alors, comme vous le savez, ce cours est organisé autour de la publication récente de mon livre L'attachement social, qui porte justement le sous-titre Formes et fondements de la solidarité humaine. Et je voudrais aujourd'hui m'appuyer en particulier sur le chapitre 8 que vous pourrez consulter, puisque tous ces chapitres que j'utilise, que j'utilise pour faire ce mini-cours, vous sont adressés et mis sur le Moodle de l'université. Alors, aujourd'hui, donc, je voudrais essayer tout d'abord de vous expliquer quelle est cette problématique, comment peut-on analyser les luttes sociales sous l'angle des liens sociaux. Et je voudrais faire une sorte de sociologie historique en vous faisant entrer dans l'histoire d'un mouvement particulier euh, qui a été vraiment bien documentée par les historiens. C'est une grève, la grève des chaussonniers de Fougères. Les chaussonniers, c'est ceux qui fabriquent des chaussures. C'est l'industrie de la chaussure, l'industrie naissante de la chaussure à Fougères. Et Fougères est une ville qui se situe en Bretagne. Et cette grève, elle a été longue, elle a été difficile, mais elle a permis aux ouvriers de gagner et d'avoir des acquis sociaux importants. Et c'est la raison pour laquelle elle nous est utile aussi pour comprendre comment on peut réussir une lutte sociale et comment les liens sociaux ont été mobilisés au cours de cette lutte sociale. C'était en 1906 et en 1907. Ensuite, je prendrai un autre exemple qui fait pas encore partie de l'histoire, encore que c'est un mouvement qui est terminé, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Mais ce mouvement est beaucoup plus récent, vous en avez certainement entendu parler au Brésil. C'est un mouvement d'une ampleur importante en France qui a duré plusieurs mois.
avec beaucoup de manifestations, beaucoup de violence aussi dans ce mouvement. Et je voudrais essayer de montrer, à partir de cet exemple, comment les liens sociaux sont également mobilisés pour pouvoir essayer de comprendre sociologiquement la teneur de ce mouvement social. Donc, deux études de cas, si vous voulez, une plus historique et une autre plus récente, pour essayer de comprendre l'intérêt d'analyser les luttes sociales à partir de la perspective des liens sociaux. Donc, la première partie, c'est la problématique, la relation entre liens sociaux et luttes sociales. Il va falloir bien sûr essayer de rentrer un petit peu dans la sociologie des mouvements sociaux. C'était ça mon analyse, mais mon idée, c'était d'enrichir cette sociologie des mouvements sociaux et d'essayer de voir en quoi l'analyse des liens sociaux et le recours à la théorie de l'attachement social, telle que je l'ai définie, peut aider à mieux comprendre les luttes sociales contemporaines et même peut-être les luttes sociales plus anciennes, comme les grèves du début du XXe siècle. Le début du XXe siècle, c'est une période aussi très importante parce qu'il y a eu énormément de grèves au début du XXe siècle, des grèves qui ont abouti le plus souvent à des acquis et qui ont abouti à des succès importants et qui constituent des acquis sociaux pour les ouvriers encore aujourd'hui. Et puis, je voudrais essayer de partir des liens sociaux parce que, comme on l'a vu, si les liens sociaux sont un facteur d'inégalité entre les individus, entre les groupes, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, il faut aussi souligner que les liens sociaux constituent aussi une forme de résistance, une forme d'organisation pour mener des luttes. Et c'est vraiment dans cette perspective que je me situe aujourd'hui. Alors, quand on parle des luttes sociales, il faut avoir une définition extrêmement large des luttes sociales. Ce n'est pas simplement les luttes dans le monde du travail, bien que beaucoup de luttes sont menées dans le monde du travail, mais il y a des luttes sociales qui, bien sûr, sont en dehors de ce monde du travail. D'ailleurs, quand on va parler des Gilets jaunes, c'est justement un mouvement social qui s'est développé en dehors du monde du travail, et on verra pour quelles raisons. On peut analyser, par exemple, les luttes sociales dans le cadre d'une sociologie plutôt urbaine. C'est quand on prend en compte les conflits urbains, les luttes d'influence dans les territoires. Il y a aussi l'idée de croisade morale, c'est-à-dire des habitants qui défendent leur quartier, qui essayent d'imposer un système de normes aux autres. Et on peut parler dans ces cas-là de véritable lutte sociale, de lutte d'influence, de lutte pour le pouvoir dans les territoires urbains. Bien sûr, les luttes sociales, c'est aussi des luttes qui peuvent concerner les différentes générations. Il y a des inégalités intergénérationnelles. Parfois, il y a des luttes de pouvoir. Les jeunes veulent effectivement parfois obtenir le pouvoir qu'ils n'ont pas parce qu'il est maintenu par les catégories plus âgées. Et donc, il peut y avoir des luttes de pouvoir entre générations, évidemment. Des luttes de pouvoir dans l'espace public en lien avec des formes de discrimination, les discriminations notamment ethniques, religieuses, des discriminations raciales. Il peut y avoir donc des luttes dans l'espace public lui-même. Vous avez vu d'ailleurs qu'en France, très dernièrement, il y a eu beaucoup de dégradations, de luttes urbaines après la mort d'un un jeune habitant des quartiers défavorisés qui a été brutalisé et puis tué par la police, et ce qui a déclenché une vague d'émeutes considérable et qui renvoyait finalement la cause de tout ça, c'était bien sûr cet acte policier, mais c'était aussi l'épreuve de la discrimination, c'était cette épreuve que vivent les personnes qui sont, comme on dit aujourd'hui, racialisés et qui vivent dans ces quartiers et qui se sentent pas reconnus dans leurs droits. Et bien sûr, il y a des luttes qui concernent bien sûr la question des droits humains, la question des droits de l'homme, l'idée de ce que je pourrais développer d'un attachement à l'humanité, c'est-à-dire on va se battre parce qu'on croit à l'importance de défendre le droit des êtres humains.
Et puis, on peut, dans les luttes sociales, aussi mobiliser plusieurs échelles. C'est ce que j'essaye de faire, échelle locale, nationale, supranationale. Bref, mon approche, si vous voulez, des luttes sociales est une approche extrêmement large. Je ne me situe pas seulement dans le cadre des mouvements sociaux, dans le cadre du travail, mais bien au-delà. Et je pense que la théorie des liens sociaux peut vraiment être enrichissante pour analyser tous ces conflits sociaux. Je ne vais pas citer aujourd'hui des conflits sociaux qui se sont développés au Brésil, mais je suis persuadé qu'on pourrait très bien utiliser la perspective des liens sociaux pour les analyser aussi. Il y a quelques années, je me suis intéressé au mouvement des Sans-Terre, par exemple. On pourrait, et il y a bien d'autres conflits que l'on pourrait aussi prendre en compte et analyser de cette façon-là. Mais aujourd'hui, je vais vous donner plutôt deux exemples français. Alors, quand on analyse les conflits, dans la tradition sociologique, on fait souvent référence à Georges Simmel, qui a écrit un beau texte qui s'intitule Le conflit, et qui est issu de son grand livre de sociologie, Études des formes de la socialisation. Ça a été, je suppose qu'il a été traduit en portugais. En tout cas, on le retrouve dans le chapitre 4 de ce gros livre Sociologie, Études des formes de la socialisation. Alors, qu'est-ce que nous dit Simmel? Simmel nous dit tout d'abord que on peut analyser le conflit comme quelque chose qui renvoie finalement au lien social. Et il dit ceci: si toute interaction entre les hommes est une socialisation, alors le conflit, qui est l'une des formes de socialisation les plus actives, qu'il est logiquement impossible de réduire à un seul élément, doit absolument être considéré comme une socialisation. Donc, le conflit, ce n'est pas le chaos. Le conflit, c'est de la socialisation. Et donc, il faut partir de cette perspective-là. Il dira aussi, le conflit est déjà la résolution des tensions entre les contraires. Il insiste également en disant que nous désignons par le terme d'unité l'accord et la cohésion d'éléments sociaux par opposition à leur disjonction, leur exclusion, leur dissonance. Mais une unité, mais c'est aussi la synthèse globale des personnes, des énergies et des formes constituant le groupe, la totalité finale de celle-ci, dans laquelle sont comprises ces relations unitaires au sens étroit, aussi bien que les relations dualistes. C'est ainsi que Simmel considère le conflit comme quelque chose qui renvoie finalement à la vie sociale. Le conflit fait partie de la vie sociale. Il ne faut pas y voir un effet simplement du désordre, de l'anomie, par exemple. Au contraire, il faut le voir comme quelque chose qui est nécessaire au fonctionnement de la vie sociale. Alors, cette perspective du conflit comme un mode de socialisation, elle m'intéresse bien sûr. Elle est en quelque sorte un peu une introduction à la perspective que je vais développer aujourd'hui sur les liens sociaux. Cette perspective a été aussi développée par Lewis Coser, qui est un sociologue américain, et qui s'est inscrit dans la perspective de Simmel, et qui a notamment écrit un livre qui s'appelle « Les fonctions du conflit social ». Ça a été traduit en français. Je suppose également que vous pourrez le retrouver, si ce n'est en anglais, peut-être aussi en portugais. Et donc, Coser a essayé de développer le point de vue fonctionnaliste, parce que l'approche de Simmel, elle était déjà il y avait une certaine forme de fonctionnalisme dans la pensée de Simmel. Et Coser l'a amplifié en quelque sorte. C'est les recherches de Coser, dans ce livre notamment, ont porté principalement sur les formes et la fonction des conflits sociaux. Et comme Simmel, Coser soutenait que le conflit peut servir à renforcer la cohésion du groupe lorsqu'il est peu structuré. Et vous verrez que dans certains cas, comme ça a été vérifié notamment chez les Gilets jaunes en France,
En fait, le conflit va même parfois permettre de constituer le groupe social. Le groupe social n'existe pas toujours en dehors, avant que se déclenche un conflit. Il peut aussi être créé par le conflit. Et vous verrez que c'est vraiment le cas des Gilets jaunes. Et donc, dans une société qui est instable, le conflit peut avoir pour effet de favoriser l'intégration. Euh, alors, il faut aussi quand même souligner qu'il y a des conflits qui sont plus violents que d'autres et qui éclatent parfois sous une forme extrême, comme les révoltes urbaines, par exemple, comme celle que nous venons de connaître en France il y a quelques semaines. Et Causer explique que le conflit prend plus d'intensité quand les participants ont été amenés à refouler leurs sentiments d'hostilité, quand ils finalement ont été humiliés pendant de nombreuses années et qu'ils n'ont pas pu exprimer leur opposition. Et donc, parfois, d'un point de vue subjectif, ils expriment par la violence, par l'éclatement, leur frustration extrême, leur sentiment d'être rabaissé, humilié. Et on peut constater moins de violence dans les conflits qui n'engagent pas toute la personnalité de l'individu. Et dans les conflits qui sont dominés par l'affect, ils risquent, selon Causer, d'être non réalistes et plus violents. Donc, c'est vraiment l'exemple des révoltes urbaines. Parce que, effectivement, quand les personnes s'engagent dans ces conflits, eh ben, c'est toute leur amertume, toute leur frustration qui ressort. Et donc, il n'y a pas forcément toujours de revendications précises qui sont posées sur la table, si ce n'est une révolte qui engage toute leur personnalité. Et donc, il faudrait distinguer certainement les conflits qui sont organisés en fonction de revendications très précises et qui visent un objectif à des conflits qui ne sont pas forcément très canalisés, très organisés et qui expriment plutôt la personnalité des individus. C'est lorsqu'ils engagent tout leur affect dans ce conflit. Alors, si cette approche fonctionnaliste est intéressante, elle me semble comporter néanmoins quelques limites, évidemment, que l'on peut corriger, me semble-t-il, à partir d'une perspective qui est celle que je vais développer. Cette approche pose comme préalable, on vient de le voir, que les conflits constituent une forme de socialisation, mais elle reste surplombante, elle reste généraliste. Elle ne permet pas toujours d'approfondir les conflits par la comparaison. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon livre et dans le chapitre que je vous ai indiqué, c'est la comparaison de plusieurs conflits. D'ailleurs, je vais aujourd'hui vous en présenter deux, alors que dans le chapitre, il y en a trois. J'ai essayé d'en prendre deux pour, pour pouvoir tenir dans la séance. Mais quand on va prendre un conflit, il faut vraiment essayer, et si on veut vraiment entrer dans l'analyse de ce conflit, il faut prendre en compte plusieurs dimensions. Tout d'abord, essayer de voir l'origine du conflit. Quel est le facteur déclencheur? Qu'est-ce qui déclenche le conflit? Essayer d'analyser sociologiquement les causes profondes. Parfois, ce n'est pas facile. Par exemple, dans le conflit sur les Gilets jaunes, il y a eu plusieurs chercheurs en sciences sociales, des sociologues, des politistes qui se sont penchés sur ce conflit et on a eu un débat sur les causes, essayer de comprendre les causes parce que parfois, effectivement, elles ne sont pas forcément immédiates, on ne les comprend pas immédiatement. Après, il faut bien prendre en compte comment le conflit, notamment quand il dure, se traduit par des modes d'organisation spécifiques. Comment aussi les revendications peuvent parfois évoluer dans le temps. Comment le conflit, le temps joue sur le conflit lui-même. Et on peut penser, bien sûr, ensuite intégrer dans l'analyse les conséquences à court terme et à long terme d'un conflit lorsqu'il a abouti à des résultats tangibles ou lorsqu'il est un échec, tout simplement, lorsque les revendications n'ont pas été prises en compte et cela peut entraîner aussi beaucoup de frustration.
Alors, la France est peut-être le théâtre de beaucoup de conflits, puisque nous avons connu dernièrement le conflit des Gilets jaunes, mais nous avons connu par exemple aussi un conflit très important cette année même. C'était un conflit autour d'une loi qui a été finalement adoptée visant à transformer le droit à la retraite, à prolonger l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Et il y a eu un conflit long qui a mobilisé beaucoup de monde en France et qui a abouti finalement à un échec total, puisque la loi a été adoptée au Parlement. Alors, je ne rentre pas dans la subtilité de la Constitution française, mais dans la Constitution française, il y a un article qui permet au gouvernement d'adopter de façon autoritaire une loi lorsqu'il n'y a pas de majorité qui se dégage à l'Assemblée nationale pour la faire voter. C'est l'article qu'on appelle l'article 49.3, où le gouvernement engage sa responsabilité et fait passer une loi alors même qu'elle ne pourrait pas être passée elle ne pourrait pas passer par le vote à l'Assemblée nationale. Alors, autant vous dire que le fait qu'après de nombreux mois de revendications, de manifestations, ça a créé une profonde frustration parmi tous les acteurs qui se sont mobilisés dans ce conflit. On n'a pas compris comment, après tout ça, le gouvernement pouvait ne pas entendre finalement la voix des manifestants et pourquoi le gouvernement finalement a imposé cette loi finalement. Donc, vous voyez qu'on peut aussi prendre en compte les conséquences à court terme et à long terme d'un mouvement social. Un mouvement social qui a été dur et qui n'aboutit à aucune avancée peut créer de la frustration, de l'amertume et parfois même préparer aussi d'autres luttes plus radicales parfois. Alors, pour tout ça, il est important effectivement d'essayer d'adopter un cadre théorique complémentaire, et celui que j'ai choisi effectivement, c'est de partir des liens sociaux et de la théorie de l'attachement social, ce que je vais essayer de faire à partir de deux exemples. Donc, et je commence le premier par cette étude sociologique qui est un peu une étude socio-histoire d'un mouvement donc important. C'est cette grève des chaussonniers de Fougères de l'hiver 2006 et 1906 et 1907. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur dans le diaporama. Donc, on a là un conflit qui a eu lieu il y a plus d'un siècle. On va en quelque sorte essayer de rentrer dans ce conflit, essayer de le comprendre de l'intérieur, et ce qu'on va essayer de comprendre, c'est pourquoi il a duré si longtemps. En fait, il a duré plusieurs mois. Et les grèves ouvrières ne durent rarement plusieurs mois. Pourquoi? Parce que qui dit grève ouvrière dit que les ouvriers ne sont plus payés. C'est-à-dire n'ont pas de salaire. Comment vont-ils durer sans salaire pendant la lutte? Et donc, ça reste parfois une énigme à comprendre. Comment ont-ils pu tenir si longtemps? Et comment un conflit où ils se sont passés de leur salaire, alors que à cette époque, les ouvriers étaient peu payés, évidemment, et ne vivaient que de leur salaire, comment ont-ils pu tenir? C'est vraiment une énigme sociologique aussi importante. Alors, j'essayais de vous retracer. On va essayer de partir de cet exemple, de l'approfondir. Alors, il faut tout d'abord expliquer quelle est cette industrie de la chaussure à Fougères à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Ce que je vous fais, ce petit détour historique est absolument nécessaire, et j'espère que vous n'allez pas le considérer comme une étude un peu trop éloignée de nous-mêmes, et que vous allez sentir l'intérêt de ce retour historique sur ce conflit. Alors, d'abord, il faut donc partir de cette industrie de la chaussure.
Fougères est une petite ville, vraiment très petite, en Bretagne, et l'industrie de la chaussure qui se développe dans cette ville va employer 5000 salariés dès 1980. Les 2/5 dans des établissements industriels, la majorité à domicile. On donnait du travail à faire à domicile à des ouvriers ou des ouvrières. Mais le nombre de salariés va augmenter très vite. On va passer à 11 000 en 1890 et ça s'est stabilisé après au XXe siècle aux alentours de 10 000 du fait du développement de la mécanisation. Et le travail à domicile, qui était plus artisanal, va régresser à partir de cette période. Donc, on a un mouvement vraiment d'industrialisation, de mécanisation importante, et dans une petite ville comme Fougères, c'est important parce que la population, vous voyez, est passée de 9 344 habitants, c'est une toute petite ville, vraiment presque un village, on pourrait presque dire, en 1856 à 23 537 en 1906, au moment où la grève va se déclencher. Or, il y a presque la moitié de la population de cette ville qui est concernée par l'industrie de la chaussure. Donc, c'est vraiment une ville qui vit autour de l'industrie de la chaussure. Alors, on a un contexte syndical avant le conflit qui est particulièrement difficile. Pendant 20 ans, il y a eu des affrontements qui ont été particulièrement réprimés. Les organisations ont été très rapidement confrontées au problème de la violence, car les colères de la population ouvrière qui le plus souvent se plaignait de la faiblesse de leur salaire, de leur rémunération, cette violence et colère de la population sont souvent incontrôlables et les patrons vont se servir de cette violence à leur profit. Et donc, cette violence a des effets négatifs sur l'image du syndicalisme. En fait, la violence a été aussi très fortement réprimée, parfois même par les forces de l'ordre qui ont chargé sabre en main contre les ouvriers. Donc, ça a été des violences qui n'ont pas pu finalement donner une image très positive du syndicalisme. Et donc, l'activité syndicale va cependant reprendre avec vigueur en 1905 sous l'impulsion du syndicat des coupeurs. Alors, dans le monde ouvrier, vous savez, les ouvriers ne sont pas exactement de la même qualification. Les coupeurs, c'était en quelque sorte l'aristocratie ouvrière. C'est ceux qui avaient le plus de qualifications. Les chaussonniers faisaient un travail plus ordinaire. Les coupeurs, c'est ceux qui avaient vraiment la maîtrise d'une tâche très, très importante. Et en 1906, donc, les chaussonniers conduisent à leur tour plusieurs grèves victorieuses aux côtés des coupeurs et leur action apparaît de nouveau irrésistible, à tel point qu'ils présentent en outre une nouvelle revendication visant l'unification des tarifs dans toutes les usines de la place, de toute cette place de Fougères, et ils vont se heurter à un refus patronal catégorique. Donc, ce qui vous semble vraiment important ici pour comprendre, c'est que l'aristocratie ouvrière, les coupeurs, vont s'associer aux chaussonniers, les ouvriers plus ordinaires, pour justement faire avancer des luttes ensemble. Donc, il y a l'idée d'une unité, d'un mouvement qui va homogénéiser les revendications. Mais le patronat, fidèle à sa démarche un peu d'opposition radicale, va lancer une vigoureuse offensive, car le patronat voulait en finir avec ce syndicalisme ouvrier, il voulait le briser définitivement, et en octobre de cette année, un tarif général est publié prévoyant l'unification des tarifs que les ouvriers réclamaient, mais il a été négocié avec un syndicat patronal entre un syndicat patronal et un syndicat ouvrier jaune. Quand on dit les syndicats jaunes, c'est les syndicats qui sont proches du patron. Donc, le patron essaye de négocier un tarif avec
les ouvriers qui sont du côté du patronat. Ce syndicat comportait très peu de personnes et le tarif, bien sûr, proposait des tarifs, ce tarif propose des prix inférieurs à ceux qui étaient pratiqués jusque-là. Donc, c'est une régression que les ouvriers ne peuvent pas accepter, d'autant qu'ils se plaignaient déjà de l'infériorité, de la faiblesse de leur rémunération. Donc, l'élément déclencheur, c'est là qu'il faut vraiment comprendre le conflit, le syndicat patronal décide de lancer une vigoureuse offensive et le syndicat des ouvriers coordonniers dit, on appelle ça aussi le syndicat rouge, en opposition au syndicat jaune, fort de plus de 1500 membres, est ainsi mis devant le fait accompli. Donc, il s'agit d'une provocation, une provocation très forte, et ce syndicat rouge donc se doit de réagir. Mais peut-il le faire? Le contexte ne se prête pas véritablement parce que l'activité est saisonnière. Et le patronat a choisi d'adopter cette mesure à un moment de l'année où les ouvriers ont besoin de travailler après une longue période de chômage. Par exemple, l'été, l'activité décroît. Et donc, on va adopter une mesure à un moment donné où les salariés, de toute façon, sont obligés de travailler pour vivre. Et le patronat, en plus, avait un stock de chaussures suffisant pour pouvoir tenir encore assez longtemps. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en dépit de ce contexte défavorable, les ouvriers vont choisir la lutte. Ils ont besoin de travailler pour survivre, malgré tout, ils vont s'engager. Et donc, on peut décomposer les différentes phases de ce conflit avant de les analyser sociologiquement. Donc, le syndicat patronal décide de passer à l'offensive. Il menace de fermer les portes des établissements de l'ensemble de ses adhérents le 12 novembre si les ouvriers n'ont pas repris le travail d'ici là aux conditions patronales, c'est-à-dire l'application d'un tarif qui donne un prix finalement inférieur, un salaire inférieur à celui que l'on pratiquait jusque-là. Mais le 6 novembre, les ouvriers répondent à cet ultimatum par le vote de la grève générale dans ces mêmes usines. Le travail s'arrête effectivement entre le 6 et le 12. Et ce même jour, les patrons mettent à exécution leurs menaces de fermeture. Près de 8000 personnes sont ainsi concernées par l'épreuve de force, et qui cependant n'affecte pas les fabriques dont les patrons ne sont pas syndiqués. Dans un premier temps, les patrons refusent toute négociation. D'ailleurs, les membres du bureau et de leur syndicat ont quitté momentanément la ville. Il s'agit pour eux de laisser pourrir la situation en disant « les ouvriers de toute façon reprendront le travail puisqu'ils ont besoin de travailler, ils n'ont plus aucune ressource. » Donc, on laisse pourrir, le syndicat pense que le patronat pense que ça va, qu'ils vont pouvoir s'en sortir comme ça. On rentre dans une deuxième phase du conflit, c'est la recherche d'un compromis local. Car finalement, contrairement à ce que le patronat pensait, les ouvriers vont rester en grève. Et donc, on commence à s'inquiéter un petit peu de cette industrie, et la Chambre de commerce, qui est l'instance qui est chargée à l'échelle locale de veiller à la production et à la vitalité de la zone de Fougères, le préfet de la région est sollicité et on propose une réouverture des usines suivie d'une discussion sur l'unification des tarifs, le tout devant être soumis au préalable à un référendum ouvrier. Mais la solution n'enchante personne. Le syndicat patronal et surtout son président craint un arrêt prématuré du conflit sans que la défaite du syndicat ouvrier ne soit véritablement consommée. Et la bourse de travail, c'est-à-dire l'instance qui regroupe les ouvriers, a peur aussi d'être désavouée par une acceptation massive de la reprise à des conditions qui ne sont pas satisfaisantes. Pourtant, le référendum du 29 novembre marque le triomphe des consignes de la bourse, puisque la reprise du travail est repoussée par une large majorité, ce qui fait que finalement, les ouvriers qui ont besoin de travailler vont se maintenir en grève, alors même qu'on a essayé de trouver un compromis. On rentre dans la phase 3 du conflit. Il y a de nouvelles propositions du patronat et encore une refus de reprise du travail.
les patrons vont préparer un nouveau tarif qui est envoyé par la poste à leurs ouvriers, mais il est tellement bas qu'il est repoussé non seulement par les rouges, c'est-à-dire le syndicat majoritaire, mais aussi par les jaunes, le syndicat jaune proche du patronat. C'est-à-dire que finalement, même le syndicat jaune refuse ces conditions. Donc, des négociations sont ébauchées le 21 décembre, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on est en grève, mais elles sont encore rompues dès le lendemain. Les patrons envisagent ensuite une réouverture unilatérale des usines après une campagne de signature qu'ils ont menée auprès de leurs ouvriers par l'intermédiaire de leurs employés. Et la tentative a lieu le 9 janvier 1907. On a passé les fêtes, mais la journée est très agitée et seulement 753 entrées seulement sont enregistrées. Le lendemain, il n'y en a plus que 174 et les patrons ferment à nouveau leurs usines. Alors, comment on s'en sort? Il faudra finalement attendre le 17 janvier et c'est justement l'intervention d'une commission d'enquête parlementaire désignée par la Chambre des députés, donc l'Assemblée nationale, qui est présidée par Alexandre Millerand, qui est un socialiste, qui est à la tête de cette Chambre des députés, pour aboutir finalement à la signature d'une convention entre les syndicats ouvriers et patronales. On y décide de reprendre la négociation dans le cadre de chaque usine. Les tarifs sont effectivement discutés du 20 janvier au 9 février dans une atmosphère particulièrement tendue et la reprise s'effectue cependant dans le calme 2 jours après. Voilà finalement les faits tels qu'ils se sont posés. J'ai voulu les examiner dans le détail. Maintenant, commence le travail sociologique. Ce sont les faits. La question majeure, et qui est l'énigme sociologique que l'on va essayer de traiter, comment les ouvriers ont-ils pu tenir si longtemps sans salaire? Comment se fait-il? Ça s'est véritablement posé une énigme que les historiens ne posent pas directement parfois, parce que les historiens vont essayer plutôt de faire un récit historique des faits. Mais donc le sociologue va essayer de répondre et de mettre en énigme ce qui s'est passé. Donc, on peut formuler à ce stade plusieurs hypothèses. Tout d'abord, la première hypothèse que l'on peut formuler, c'est qu'il existe un fort attachement au groupe professionnel, une solidarité professionnelle très forte, une forte identité collective. Est-ce que c'était vraiment le cas? Est-ce qu'on peut expliquer la durée par le fait que les ouvriers se sentaient portés par justement un esprit de classe opposé au patronat qui est donc une lutte fondée sur l'unité d'un groupe, une sorte de solidarité mécanique, un groupe très fort, très soudé, pour reprendre le concept de Durkheim de solidarité mécanique. La deuxième hypothèse, c'est un rapport de classe finalement particulièrement tendu et qui passe par l'identification d'un ennemi commun. C'est-à-dire que finalement, même le syndicat des jaunes, proche du patronat, a fini par devenir, a fini par aussi se rallier au syndicat des rouges. Et donc, on pourrait faire l'hypothèse que finalement, on va identifier un ennemi commun et cela va renforcer le groupe, va renforcer encore la solidarité ouvrière. Troisième hypothèse, est-ce que finalement ce mouvement a pu se prolonger parce qu'il a été soutenu de l'extérieur? Est-ce qu'il y a finalement eu une solidarité de la population à l'égard des grévistes? Ça, c'est important. Comment ont-ils pu tenir? Est-ce que c'est par eux-mêmes ou est-ce qu'ils ont, au contraire, bénéficié des ressources venant de l'extérieur, c'est-à-dire de la société civile, de la population en général? On va essayer de répondre à cette question. Et l'hypothèse 4, c'est que finalement, s'ils ont tenu longtemps, et si ça aboutit finalement à une bonne négociation avec des conventions collectives qui ont été signées, qui étaient en leur faveur, c'est parce que finalement, ils ont bénéficié de relais puissants du mouvement dans la classe politique, et notamment du côté de l'Assemblée nationale, avec donc notamment les forces du mouvement socialiste de l'époque en France. Donc, on va essayer de répondre à ces 4 hypothèses. L'hypothèse 1,
est-ce qu'il y a eu un fort attachement au groupe professionnel, une forte identité collective? En fait, le grossissement rapide du nombre d'ouvriers chaussonniers dans la région de Fougères va renforcer la visibilité sociale de ce groupe, dont la condition est relativement homogène en dépit de la diversité des usines. Donc, il est vrai que dans cette région, alors même que ces ouvriers sont souvent d'origine rurale, c'était souvent des paysans qui ont dû quitter le monde paysan parce qu'ils vivaient trop mal pour essayer d'espérer obtenir une meilleure condition en devenant ouvriers. Et donc, ce groupe a grossi et on pourrait dire effectivement que ce grossissement renforce la visibilité sociale d'une condition, la condition ouvrière. Mais on l'a vu, le groupe n'est pas totalement homogène pour autant, parce qu'il y a différents niveaux de qualification. Donc, le groupe n'est pas si homogène que ça. Il y a une distinction entre les coupeurs et les chaussonniers, je l'ai dit, qui est une différence de qualification, et il y a une opposition aussi entre les jaunes et les rouges, les personnes proches du patronat et ceux qui s'opposent radicalement au patronat. Donc, finalement, cette hypothèse, elle n'est pas totalement vérifiée, car le groupe il n'existait pas une forte identité collective pour autant au début du conflit. Peut-être que le conflit va contribuer à renforcer cette identité collective, mais elle n'était pas gagnée, ce n'était pas une condition de démarrage du conflit. Deuxième hypothèse, un rapport de classe particulièrement tendu, identification d'un ennemi commun. En fait, les conflits violents du passé ont laissé des traces dans la mémoire collective des ouvriers et de leurs familles, et certainement cimenté une opposition de classe. Parce que il y a eu des affrontements dans le passé. Vous avez des membres de la famille qui sont morts, parce qu'il y a eu des morts dans les conflits violents qui ont été fortement réprimés par les forces de l'ordre à la demande du patronat. Et donc, ça reste quelque chose de très fort dans la mémoire collective. Mais les adhésions syndicales restaient très fluctuantes parce que les ouvriers, malgré tout, sont confrontés tout le temps à des difficultés sévères d'existence et ont besoin de travailler pour survivre. Donc, pour certains, et notamment c'était les syndicats jaunes, il y a une loyauté forcée aux patrons. D'une certaine manière, les patrons, ce sont les dominateurs. Ce sont les dominants. Il n'y a pas de possibilité de vivre sans les patrons, puisque c'est des patrons que dépend la rémunération. Donc, on pourrait parler d'une loyauté forcée au patronat. Et donc, le conflit lui-même, également, on pourrait dire qu'il est sans merci parce qu'il renforce l'opposition de classe, parce que le patronat nourrit le mécontentement des ouvriers. Et les patrons ont, dès le début, placé leurs usines sous la protection de l'administration et ont demandé à différents moments une intervention plus ferme de la gendarmerie et le recours à l'armée. Et le 9 janvier, d'ailleurs, ils ont réclamé des charges de police. Les charges de police, ça veut dire qu'on y va directement pour réprimer le mouvement. Et à d'autres moments, ils ont menacé de faire exécuter les commandes en dehors de Fougères et d'intensifier la mécanisation. Donc, le conflit lui-même est un conflit très dur qui va aussi renforcer l'opposition de classe. Donc, cette hypothèse, elle est importante. Le conflit va renforcer une opposition de classe entre le patronat et les ouvriers. L'hypothèse 3, c'est celle qui me semble la plus intéressante de toutes, probablement, c'est que c'est que si les ouvriers ont tenu si longtemps, c'est qu'ils ont pu bénéficier d'un soutien extérieur au mouvement, c'est-à-dire une solidarité de la population à l'égard des grévistes. Et probablement que les ouvriers ont eu le sentiment de ne pas ou de ne plus être seuls face au patronat local. Il y a eu un soutien organisé à l'échelle de tout le pays. Et je vais vous montrer, et justement ça c'est formidable, parce que je vais essayer de vous montrer qu'il y a des faits historiques qui attestent qu'il y a eu un soutien organisé à l'échelon de tout le pays pour soutenir ces grévistes. En effet, on va faire un appel à la solidarité au niveau national. On va passer d'un conflit local à une grande question nationale. On a
on fait appel à la solidarité, on va solliciter par courrier, on va envoyer des lettres, 3000 lettres, de nombreuses organisations et des délégués font connaître la grève de fougères au cours des différentes tournées de propagande. On va faire connaître la grève. On organise des quêtes un peu partout, dans le Nord, comme dans les couloirs de la Chambre des députés à l'Assemblée nationale. On va faire des collectes, des caisses de grève pour soutenir ces ouvriers qui sont en grève. Donc, il y a un effet de communication. Et alors, il y a aussi quelque chose, et je voulais vous montrer quelques exemples. Pour faire connaître un conflit, on faisait faire des cartes postales. On faisait des photographies des ouvriers en lutte et les ouvriers qui étaient en lutte envoyaient des cartes postales à tous les membres de leur famille à l'extérieur pour dire, ben, voyez, on est en lutte. À l'époque, il n'y avait pas les médias que l'on connaît, les réseaux, pour se faire connaître, on utilisait des cartes postales. Et les historiens ont travaillé justement comme support aujourd'hui, comme ces sources, sur les cartes postales pour pouvoir analyser les conflits. C'est tout à fait passionnant. Et donc, on va aussi donner des fêtes un peu partout au profit des grévistes de Fougères. Le combat de ces grévistes de Fougères va connaître une immense répercussion nationale à Rennes, qui est la capitale de la Bretagne, mais aussi à Paris. Sarah Bernard, par exemple, offre gratuitement son théâtre et son concours aux organisateurs d'une manifestation de solidarité. Donc, on a des relais dans la société civile, dans le monde des artistes, dans le monde des personnes engagées pour soutenir ce mouvement. On ouvre des souscriptions dans la presse amie, que ce soit l'Humanité, journal qui a été créé, vous le savez, fondé par Jaurès, mais aussi l'Ouest éclair, qui est la presse régionale. Et les sommes ainsi recueillies sont évaluées, d'après les historiens, à plus de 100 000 francs. Cela s'ajoute aux 45 000 francs que l'organisation avait en caisse au début du conflit. Donc, une solidarité nationale qui déborde considérablement le cadre du conflit local. On va pour tenir, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des soupes communistes. Dès le 15 novembre de 1906, on organise des soupes communistes, on appelle ça soupes communistes, pour nourrir les grévistes et leurs familles. Alors, qu'est-ce que c'est ces soupes communistes? On va faire appel finalement à des soutiens de tout le monde rural. On va aller chercher donc des légumes, on va chercher du bois pour faire des soupes populaires. Par leur aspect collectif et la nécessaire participation d'un grand nombre de personnes, corvée de bois dans la forêt, épluchage des légumes, cuisson des aliments, distribution des repas, tout le monde participe finalement à cette survie du groupe, puisqu'il n'y a plus de salaire, il faut survivre. Et comment on survit? Par la solidarité. On va contribuer par là à entretenir le moral de la population, à éviter les effets néfastes d'un long désœuvrement. Donc, il faut faire tenir ce groupe ensemble, lui donner le sentiment de participer, de créer un élan collectif, un élan de solidarité pour pouvoir survivre. Et donc, en bénéficiant du soutien de toute la population locale, bien extérieure au mouvement, les grévistes ont senti qu'ils étaient forts parce que soutenus de l'extérieur. Alors, des cartes postales, il y en a plein. Alors, je pourrais vous en donner plusieurs. Là, par exemple, vous avez une carte postale qui montre l'arrivée du bois pour les soupes communistes à la Bourse du Travail. Et donc, on voit que les ouvriers sont là, ils attendent et ils vont tous se mettre à éplucher les légumes pour faire la soupe avec le bois qui va arriver pour faire cuire les aliments. Un autre aspect extraordinaire aussi et qui s'est reproduit par la suite, vous avez des familles ouvrières qui ont des enfants. Les parents s'engagent dans le conflit de façon durable, mais ils ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants. Comment faire pour s'occuper de leurs enfants? Alors, c'est là qu'on va organiser l'exode des enfants. Les enfants vont être accueillis dans des familles en dehors de Fougères. On va faire des convois pour faire partir les enfants.
parce que les enfants, il faut les protéger. Et donc, on va les faire partir vers des villes voisines, Rennes, Paris, Laval, Flers, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire, Nantes, Rouen. On va les envoyer un peu partout. Et c'est par des voyages en train organisés. Et donc, ces petits fougerets vont trouver finalement des familles d'adoption dans des centres ouvriers qui les avaient accueillis. Donc, il va y avoir des fêtes de solidarité à l'occasion. Et donc, il va y avoir donc des familles qui vont se déclarer favorables par solidarité pour accueillir ces enfants de parents qui sont en grève. Et donc, ça a des relais, tout ce mouvement-là a des relais dans la presse, évidemment, dans l'Humanité. Un député socialiste de l'époque décrit ceci, c'était le 18 décembre 1906. Imaginez ces enfants qui vont partir alors qu'on s'approche des fêtes de Noël, ils vont quitter leur famille. Et donc, il insiste comme ça en disant « J'ai assisté au départ, je n'ai rien vu de ma vie de plus attristant. Les enfants portaient à la boutonnière leur procès-verbal d'identité et enlaçaient le cou des parents en larmes. La séparation fut déchirante dans cette soirée pleine de brouillard et de pluie, où la mélancolie désolée des choses semblait s'harmoniser avec la tristesse des cœurs. Je comprends bien maintenant que la haine puisse entrer dans le cœur. Je ne l'excuse pas cependant, mais pourquoi les riches font-ils pleurer les enfants dont ils exploitent si durement les parents? Donc on voit toute une façon lyrique d'une certaine manière de pouvoir capter en quelque sorte cet événement pour montrer finalement cette solidarité, mais aussi la tristesse que cela comporte de voir se séparer de ses enfants. Mais une fois que ces enfants sont partis et après les grèves de 1906, les enfants sont revenus et ils vont rentrer à Fougères par le tramway et vous voyez, on fait une carte postale pour l'accueil des enfants qui vont revenir. Les parents ont réussi la grève et ils ont obtenu gain de cause et la foule sort de la conférence faite à la Halle par le citoyen Jaurès. Jaurès se déplace à Fougères et Jaurès va accueillir aussi ces enfants qui viennent d'un peu partout de la France et qui on voit donc, qui sont accueillis d'une certaine manière comme des petits héros. L'hypothèse 4, donc vous voyez que l'hypothèse 3 d'un soutien extérieur du mouvement, elle est quand même très forte. L'hypothèse 4, elle est aussi très intéressante, c'est l'existence de relais puissants du mouvement dans la CGT et dans la Confédération Générale du Travail, c'est le syndicat important, hein, et dans la classe politique. Ça, c'est important aussi parce qu'on va voir que l'issue du conflit dépend également de ce relais puissant dans la classe politique. Le comité de la grève, qui siège à la Bourse du Travail, contrôle tout, a mis en place une organisation tout à fait remarquable. C'est l'organisation de réunions quasi quotidiennes pour entretenir le moral des grévistes. On y préconise en permanence le calme. Il ne s'agit pas de se révolter par la violence. Non, il faut avoir des revendications, il ne faut pas souscrire à la violence pour ne pas faire le jeu des patrons en se livrant à ces actes de violence. Donc, on fait appel à des orateurs de la Confédération Générale du Travail, mais on va accepter aussi l'aide des députés socialistes. Malgré que le syndicat voulait se tenir à l'écart des partis politiques, malgré cela, donc il va y avoir 18 députés socialistes qui vont faire le déplacement à Fougères pour justement soutenir le mouvement. Et ce n'est pas vraiment les syndicats qui se politisent, mais les partis, en particulier le Parti socialiste de l'époque, qui vont intervenir pour faire remonter les revendications ouvrières jugées légitimes au niveau national. Les députés, c'est l'Assemblée nationale. Et on va avoir une remontée par ces députés qui viennent sur place prendre connaissance de la condition de ces travailleurs pour faire aboutir de nouvelles lois du travail. Et donc, il va y avoir tout un travail législatif qui va se faire au niveau national pour justement faire aboutir, pour faire progresser la condition ouvrière.
Et donc, ces députés socialistes sont venus sur place. On n'a pas laissé les ouvriers seuls se dépêtrer dans leur grève avec les patrons. Non, il y a eu des relais puissants dans la classe politique. Et puis, il y a ce discours de Jaurès. Jaurès, c'est une personne très importante, comme vous le savez. Il fait un discours en 1907, à la fin du conflit. Il dit ceci: « Les camarades vous ont dit la dette contractée vis-à-vis des organisations ouvrières qui vous ont soutenu pendant la bataille. Mais ces dernières vous doivent de la reconnaissance pour l'énergie que vous avez démontrée. Pendant 3 mois, vous avez mené une lutte contre la classe dirigeante. Vous avez montré que vous étiez incapable de vous diriger vous-même. Vous avez compris que les violences ne mènent à rien dans une lutte économique. La lutte qui vient de se clore n'est qu'une période de la grande bataille engagée par les travailleurs pour faire aboutir leurs droits. Cette lutte n'est pas finie. Votre arme a été la puissance de l'organisation. Vous avez réussi. Vous devez tremper cette arme afin qu'elle soit plus forte que jamais. » Donc, Jaurès continue dans cette perspective en disant: vous avez réussi, il va falloir continuer. Les acquis sociaux, il va falloir les développer dans le cadre en s'appuyant sur les conditions du succès. Alors, cette grève a connu des avancées considérables. Elle a été à la mesure des efforts consentis. Alors, il y a eu des avantages financiers. Certes, ils ne sont pas énormes et ils ne sont pas non plus proportionnels à la longueur et la dureté du conflit, mais l'essentiel est ailleurs, parce que la victoire est néanmoins éclatante. Pour la première fois, 20 ans après sa naissance, le syndicalisme ouvrier à Fougères est reconnu officiellement, ce qui n'était pas le cas auparavant, par le patronat, et devient un partenaire incontournable, un interlocuteur incontournable. Donc, le syndicat ouvrier est reconnu. C'est une sorte de reconnaissance très forte. Et donc, à partir de cette période, il va y avoir des négociations régulières entre les ouvriers et le patronat pour justement faire aboutir des revendications. Autrement dit, on va avoir un renouvellement régulier des tarifs en 1909, 1910, en 1913, 1914. Bref, vous voyez que ce mouvement va contribuer à fixer aussi les conventions collectives du travail. Et ça, c'est par la négociation. Et je vous ai dit la semaine dernière que la France se caractérise par un très haut niveau de couverture des emplois par des conventions collectives. On a 95% en France des emplois qui sont couverts par des conventions collectives. C'est en grande partie du fait de ces luttes sociales qui ont été menées tout au long du XXe siècle et en particulier dans la première moitié du XXe siècle. Donc, c'est bien sûr cette importance des conventions collectives. Là, je vous donne une référence. Vous verrez, jeudi prochain, je prendrai comme indicateur du lien de participation organique pour le définir à l'échelle d'une nation, cet indicateur de couverture des emplois par des conventions collectives qui caractérise donc le régime d'attachement organiciste. J'y reviendrai. Mais que retenir donc de cette étude de cas? Les liens sociaux mobilisés. Revenons à ces liens sociaux mobilisés. Tout d'abord, l'élément déclencheur montre que c'est le lien de participation organique qui est au cœur de ce conflit. Le conflit part d'un mécontentement relatif aux tarifs payés à l'ouvrier. Il s'inscrit dans la division du travail où les ouvriers de l'industrie sont très vulnérables. Donc, on pourrait dire que le conflit est lié à ce lien. Il faut renforcer ce lien de participation organique. Le conflit part de ce lien. On va défendre ce lien. Mais vous allez voir, et j'ai essayé de vous le montrer, que la réussite de ce conflit passe aussi par le fait que l'on a mobilisé les autres types de liens, et notamment le lien de participation élective. Car le conflit a suscité, on l'a vu, un élan de solidarité dans de nombreuses couches de la population. Donc, la société civile a été mobilisée à travers ce conflit. Donc, on a renforcé ce lien de participation élective. Je dirais que ce lien de participation élective est une condition, a été une condition du succès de ce mouvement. Troisième type de lien, le lien de citoyenneté.
La résolution du conflit passe par un arbitrage impliquant les institutions républicaines. C'est bien parce qu'il y a eu l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, que l'on a pu ainsi faire progresser le droit du travail et défendre ses ouvriers en lutte. Et donc, les revendications vont aboutir à la reconnaissance du syndicalisme et du droit du travail, mais c'est une reconnaissance qui implique ce lien de citoyenneté, puisque c'est la nation tout entière, à travers ces institutions républicaines, qui a permis l'avancée de ce syndicalisme et de ce droit du travail. Et enfin, on pourrait se dire, à travers la question de l'exode des enfants, que le lien de filiation a été aussi pris en compte, car on a vu que la grève est possible parce que les parents ont été déchargés pendant la période du conflit de leurs obligations à l'égard de leurs enfants. Donc, d'une certaine manière, on a pris en compte le lien de filiation. On l'a trouvé des familles d'adoption temporairement pour soulager leurs parents, les parents dans le cadre de cette solidarité à l'égard de leurs enfants. Donc, on a organisé un exode des enfants pour faire réussir le conflit. Donc, on voit que le conflit mobilise aussi, d'une certaine manière, le lien de filiation. Donc, on a un bel exemple là, vous le voyez, d'une mobilisation des différents types de liens sociaux. Je reviens sur la conscience ouvrière. Le sociologue français spécialiste des mouvements sociaux, Alain Touraine, qui vient de décéder, avait écrit un livre, La conscience ouvrière, paru au Seuil en 1966, et il définissait 3 principes pour les mouvements sociaux: le principe d'identité, le principe d'opposition et le principe de totalité. Le principe d'identité, c'est que pour lui, le conflit devait s'appuyer sur un groupe bien structuré, d'avoir une conscience de soi. Le groupe devait avoir une conscience de lui-même et donc apporter un facteur de production essentiel, le travail. Pour lui, le mouvement social ne pouvait pas être examiné si ce principe n'était pas respecté. Un principe d'opposition, ça on l'a vu, c'est la conscience d'autrui, c'est la reconnaissance d'adversaire. Le principe d'opposition, c'est qu'un conflit implique la reconnaissance d'un adversaire, d'un ennemi commun. Et le principe de totalité, c'est l'idée de replacer le conflit dans un ensemble plus large, dans une organisation sociale, dans un système de pouvoir contrôlant donc l'utilisation du travail et la répartition de son produit. La question qu'on pourrait se poser, est-ce que ces 3 principes ont été respectés dans le conflit de Fougères? Eh bien, pas tout à fait. Parce que si ces 3 principes de la conscience ouvrière sont des conditions des luttes sociales, ils sont aussi créés par les luttes sociales. C'est la question de la cause et de l'effet, d'où l'importance d'identifier l'élément déclencheur, les phases du conflit et ses conséquences. On peut reprendre ces 3 principes dans l'étude des mouvements sociaux, mais ils ne suffisent pas, on le voit, puisque on a vu qu'il était aussi important de penser en termes de liens sociaux et d'attachement au groupe professionnel, c'est-à-dire aux liens de participation organique. La lutte permet de construire la morale professionnelle de ce groupe, mais on voit aussi que le lien de participation élective est tout à fait important, puisque ce groupe solidaire des ouvriers qui s'est constitué par le mouvement social, il a bénéficié également de solidarité dans la société civile, et donc il y a une conscience de la société dans sa composante associative, donc c'est le lien de participation élective qui est vraiment mobilisé. Et puis il y a un attachement à la communauté politique élargie, il y a une conscience de la société dans sa composante civique, c'est donc le lien de citoyenneté. Donc vous voyez à quel point on peut enrichir la perspective de Touraine d'analyser les liens sociaux comme il l'entendait, en prenant en compte finalement les différents types de liens sociaux. Je vois que je suis très bavard et j'ai encore un autre conflit
vous parler et je vais accélérer un peu parce que je crois que je suis en retard. Mais il faut dire qu'on a commencé également en retard, hein. On a commencé 15 minutes en retard, donc je pense que je peux déborder quand même un peu aujourd'hui. Normalement, on doit s'arrêter à midi à midi et demi, mais là, je pense que j'aurai besoin d'un petit peu plus. À 10h30, je pense que je vais avoir besoin parce que vraiment, on a commencé un peu plus tard. Alors, je pense à un autre mouvement, celui des Gilets jaunes, beaucoup plus récent, puisque, alors là, je vous donne quelques références que vous pourrez consulter si vous voulez, mais il en est question aussi dans le livre dont je vous ai parlé. Alors, premièrement, qui sont ces Gilets jaunes? Alors là, un principe d'unité, ben, le principe d'unité n'est pas du tout n'est pas du tout respecté parce que c'est un groupe composite. Les Gilets jaunes, c'est des salariés du privé intégrés, mais aux revenus modestes. Ce sont des agents qui travaillent dans la fonction publique, dans des services publics, mais qui sont très peu rémunérés, très peu valorisés dans leur travail. Ça peut être aussi des commerçants, des petits entrepreneurs en difficulté. Ça peut être des retraités qui sont proches du seuil de pauvreté. Ce sont des travailleurs précaires, inquiets face à l'avenir. On a vu même des agriculteurs, des lycéens, des étudiants. Bref, les Gilets jaunes, c'est un mouvement très hétéroclite. On a fait quelques petites analyses à partir de questionnaires qui ont été distribués. On a vu qu'il y avait une moyenne d'âge de 49 ans, que c'était intéressant, qu'il y avait au moins autant de femmes que d'hommes, qu'il y avait des niveaux modestes de qualification, mais qu'il y avait aussi des 32% qui avaient le bac et 4 ans de plus après le bac d'études supérieures, ce qui n'est pas rien quand même. Il y avait aussi une grande diversité de leur orientation politique, même si une grande majorité quand même avait voté pour Mélenchon au présidentiel. Et ils n'avaient pas d'expérience vraiment politique. 20% étaient des primo-manifestants. Ils n'avaient jamais participé à une manifestation jusque-là. Très peu étaient membres, 12% seulement étaient membres d'un parti. 32% n'étaient ni de droite ni de gauche. Donc, on était véritablement dans un mouvement qui interrogeait beaucoup les chercheurs en sciences sociales. Donc, quelle est l'énigme sociologique qu'il va falloir essayer de résoudre? On peut la décliner sous plusieurs questions. Tout d'abord, comment se fait-il que ce mouvement ait pu se maintenir si longtemps? Il s'est maintenu encore plus longtemps que dans le conflit de Fougères, puisqu'il a duré plus d'un an. Et comment a-t-il pu se maintenir si longtemps alors qu'il touchait des couches vraiment sociales diverses, même si on y trouvait quand même beaucoup les classes populaires, mais pas seulement, et vraiment on peinait à trouver immédiatement ce qu'elles avaient en commun. Deuxième partie de l'énigme, comment se fait-il que ce mouvement se soit déployé avec une telle force, une telle capacité d'organisation, alors que les personnes qui participaient n'avaient en grande majorité aucune expérience politique, aucune expérience d'organisation syndicale, et la plupart se tenaient en marge donc des institutions ouvrières, syndicales, des partis politiques. Le fait déclencheur, vous le savez, c'était la revendication, c'était que finalement le rejet d'une mesure qui avait été adoptée par le gouvernement, qui taxait les carburants et qui a suscité vraiment des revendications finalement au final beaucoup plus générales, puisque on a au final les revendications portaient sur la justice sociale et fiscale, sur la démocratie participative, notamment les manifestants demandaient l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Et donc, on a ainsi dépassé la revendication première. Comment se fait-il donc que l'on est passé d'une revendication première qui était uniquement une protestation contre
vis-à-vis d'une mesure du gouvernement, comment finalement un mouvement a pu nourrir des revendications politiques beaucoup plus précises progressivement. Donc, le fait déclencheur, encore une fois, très vite, hein, c'est cette augmentation du prix des carburants qui a été décidée par le gouvernement et qui va pénaliser en particulier ceux qui ont besoin d'utiliser leur voiture pour se déplacer à leur travail, notamment ceux qui vont habiter dans des zones rurales assez où il est nécessaire d'utiliser la voiture pour aller travailler. Et donc, il y a une première journée d'action le 17 novembre, et ça paraissait relativement modeste au départ, mais ce mouvement s'est étendu sur l'ensemble du territoire français. Et donc, et la particularité de ce mouvement, c'est qu'il s'est organisé sur des ronds-points. Qu'est-ce que c'est un rond-point? C'est un endroit de vide de la vie sociale. Un rond-point n'est pas un centre-ville, n'est pas un quartier où il y a des bistrots pour s'arrêter. Il n'y a rien sur un rond-point, mais les grévistes vont se mettre là sur les ronds-points, vont installer des baraques et ils vont justement interpeller ceux qui vont passer, c'est-à-dire les voitures qui vont passer sur ces ronds-points. Donc, ils vont se faire connaître en créant une sorte de sociabilité sur ces ronds-points et en réalisant des manifestations tous les samedis pendant plusieurs mois. Alors, la cause profonde de ce malaise, en fait, quand on regarde ce conflit, on s'aperçoit qu'il a fait remonter à la surface des formes multiples de ressentiment et de frustration. En fait, il y avait de nombreuses frustrations qui s'étaient accumulées dans les couches sociales nombreuses et diverses de la population. Et notamment, à ce propos, il m'a semblé intéressant de relire ce que disait Pierre Bourdieu dans La misère du monde, un livre qu'il a écrit avec son équipe en 1993, où il parlait justement d'une sorte de misère de position, d'une frustration de beaucoup de couches de la population, de frustration de ne pas être suffisamment reconnu, valorisé. Et certainement que ce mouvement des Gilets jaunes a fait remonter toutes ces frustrations à la surface. On pourrait dire aussi que les Gilets jaunes sont nombreux à travailler ou à avoir travaillé souvent très durement dans des secteurs parfois difficiles, sans être pourtant reconnus. Et donc, ces emplois ne leur apportaient pas de satisfaction et les plaçaient parfois dans le cadre d'une précarité existentielle. Et donc, avec le sentiment que finalement, les fins de mois, avant qu'on touche son salaire, c'était difficile à vivre parce qu'il ne restait plus rien, il n'y avait plus beaucoup de ressources pour finir les fins de mois. Et donc, on pourrait dire que tout cela crée des conditions de frustration qui vont s'exprimer directement à l'occasion d'une augmentation, en plus donc du prix des carburants, parce que c'est le budget de ces personnes qui est très limité, qui va être en quelque sorte mis en difficulté, notamment à la fin de chaque mois. Mais on pourra dire que l'incertitude professionnelle n'est pas le seul facteur de cette souffrance, c'est aussi le sentiment de se sentir un peu fragile dans tous les domaines de l'existence. Donc, il y a plusieurs fragilités qui sont cumulées. L'emploi précaire est peu valorisé, mais aussi, on pourrait dire que pour beaucoup de ces personnes, c'est la vie familiale qui est souvent réduite à sa plus simple expression parce qu'elle est soumise à des compressions inévitables du budget, aux accélérations, aux désarticulations des rythmes de vie. Quand on vit très loin de son lieu de travail, que l'on doit se déplacer pendant de longues heures pour aller en voiture à son domicile, quand on rentre le soir et qu'il est tard et qu'on n'a pas le temps finalement de profiter de la vie familiale, on n'a pas de loisirs, tout est absorbé en quelque sorte par une vie qui devient monotone et précaire. Inutile de dire de plus que la vie associative, culturelle, militante, est également mise entre parenthèses parce qu'on n'a pas le temps. L'essentiel est pris finalement par cette vie harassante du travail et par ces longs déplacements que l'on doit faire. Donc, les liens sociaux
sont fragiles parce que l'individu n'existe que dans sa fonction productive et n'a pas le temps de vivre en dehors du monde du travail. Donc, c'est dans ce contexte morose que la confiance dans les institutions qui garantissent la citoyenneté donne le sentiment que finalement, on est maltraité et que l'on a du mal à véritablement participer à la vie de la cité. Donc, ce lien de citoyenneté est également fragile. Donc, on pourrait dire que ces gilets jaunes, malgré tout, ont en commun une certaine fragilité de leurs liens sociaux, du fait de leur précarité professionnelle. Une autre explication que j'ai essayé de développer, c'est que se développe progressivement aussi par ce mouvement l'idée d'un nouveau rapport de classe. Certes, l'hétérogénéité des gilets jaunes est attestée, vérifiée. On pourrait dire qu'il s'agit d'une non-classe sociale et on pourrait presque à partir de là dire mais finalement c'est l'expression d'une mort des classes sociales. Les classes sociales, dans le milieu des années 90, certains sociologues se sont dit que finalement les classes sociales avaient disparu, du moins dans les sociétés occidentales. En réalité, on pourrait presque dire qu'il faudrait dépasser cette première impression et analyser en quoi ce mouvement est néanmoins un renforcement des conflits de classe qu'il convient de saisir et d'interpréter à partir d'un cadre analytique renouvelé, ce que j'ai essayé de faire. Et donc, il faut essayer de replacer ce mouvement dans un nouveau cadre d'analyse des rapports sociaux. Analyser justement les différents paliers de l'intégration sociale à partir des inégalités face aux fragilités et aux ruptures des liens sociaux. C'est ce que j'ai essayé de montrer lors de la séance précédente. On pourrait donc dire qu'il existe différents paliers de l'intégration et que ces gilets jaunes, finalement, se retrouvent sur un palier qui n'est pas celui qui garantit une véritable intégration sociale. On pourrait dire que les manifestants se sont reconnus mutuellement comme autant de personnes différentes, mais qui partageaient finalement une même expérience vécue, un sentiment de ne pas pouvoir participer pleinement à la vie économique, sociale et politique de leur pays, parce qu'ils étaient finalement plus ou moins tous, à leur manière, dévalorisés et parfois même oubliés. Et donc, il va se produire quelque chose d'assez intéressant, c'est que sur ces ronds-points, ils vont commencer à discuter entre eux et ils vont parler de leur frustration et rapprocher finalement leur point de vue sur leurs expériences vécues. Et donc, on pourrait presque dire qu'il y a ainsi une nouvelle géographie des rapports sociaux qui s'instaure par le mouvement lui-même. Ce processus, on voit par ailleurs qu'il y a un processus, ça la sociologie urbaine nous l'a montré, et je l'ai étudié aussi dans mes travaux, il y a un processus d'autoségrégation des plus riches dans les beaux quartiers qui va fragiliser la cohésion sociale, alors que il y a d'autres territoires qui s'appauvrissent. Et notamment, il y a des quartiers disqualifiés de banlieue, mais aussi des espaces ruraux qui sont éloignés des centres urbains et qui cumulent de nombreuses difficultés. Donc, en quelque sorte, les riches se regroupent ensemble dans des territoires qui deviennent inaccessibles aux autres couches sociales, et les personnes en situation de précarité vivent dans des quartiers populaires qui sont disqualifiés ou dans des espaces ruraux très éloignés. Et finalement, ces classes moyennes et populaires qui ont accepté de vivre très loin des villes pour obtenir pour échapper parfois aux quartiers populaires, ne trouvent pas leur compte et sont obligés de cumuler une rémunération qui reste faible avec des conditions de vie qui restent finalement assez peu satisfaisantes. Alors, il est frappant de voir que toutes les manifestations des Gilets jaunes se sont développées notamment dans les quartiers urbains les plus riches de chacune des métropoles, de toutes ces grandes villes. En fait, les manifestations, c'était pas au hasard. Ils allaient manifester là où il y avait des riches, là où ils pouvaient s'opposer au pouvoir et aux élites.
c'était une forme de manifestation d'une opposition de classe, d'un rapport de classe. Ils allaient manifester dans les beaux quartiers de Paris. Ils se retrouvaient dans les plus beaux quartiers de Paris pour faire trembler en quelque sorte les habitants de ces beaux quartiers. Parce que c'était finalement les classes populaires qui montaient à Paris pour montrer leur existence propre et pour montrer qu'ils avaient le droit, eux aussi, à une reconnaissance sociale. Et progressivement, on a vu émerger de ce mouvement des revendications citoyennes. Il ne s'agissait pas de revendications catégorielles équivalentes à celles des revendications qu'on va trouver dans le monde professionnel, parce qu'effectivement, ils sont issus de mondes professionnels différents les uns des autres, mais finalement, ils vont inscrire leur mouvement dans ce qu'on pourrait appeler une morale civique, ce que j'ai appelé une morale civique, au sens de l'universalité des droits. Ils vont finalement demander plus de justice sociale et fiscale, ils vont demander qu'on les reconnaisse davantage dans leur droit de participer à la vie politique par des référendums d'initiatives citoyennes, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'il y ait des référendums, qu'on tienne compte de ce à quoi ils pensent et ce à quoi et de leurs conditions personnelles. Et là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'on voit très bien que sur les ronds-points se reconstitue une sorte de sociabilité que l'on pourrait qualifier de renforcement du lien de participation élective. Ils s'organisent entre eux, ils créent du lien. Et il y avait, lors d'une manifestation sur les Champs-Élysées, une banderole qui avait été déployée et qui indiquait « On a retrouvé la fraternité, on vient récupérer la liberté et l'égalité », c'est-à-dire la devise républicaine française, liberté, égalité, fraternité. Donc, ils ont retrouvé la fraternité, notamment en se regroupant sur les ronds-points, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher maintenant? La liberté et l'égalité, c'est-à-dire ce qui compte finalement dans la devise républicaine. Si bien qu'ils ont cette capacité à se dire « Notre lutte elle est légitime parce que c'est au nom de la devise républicaine que nous la menons. Si nous voulons être reconnus, il faut reconnaître aussi le droit à nous d'exprimer ce que nous sommes au nom des principes républicains. » Et donc, tout s'est donc passé comme s'il fallait au préalable, pour reconstruire la liberté et l'égalité, il fallait finalement tout d'abord renouer le premier lien, c'est-à-dire le lien de participation élective. Et regardez cette pancarte, c'est pas une pancarte, cette affiche, on a retrouvé ce panneau, pardon, on a retrouvé la fraternité, on vient récupérer la liberté et l'égalité. Donc, je voudrais essayer de faire une synthèse de cette séance. Tout d'abord, essayons de prendre en compte le fait que les luttes sociales vont contribuer à renforcer les liens sociaux aussi bien au sein du groupe en lutte qu'au sein de la société dans son ensemble. C'est exactement le conflit de Fougères qui le montre. Mais aussi, dans une certaine mesure, chez les Gilets jaunes, car sur les ronds-points, les Gilets jaunes se sont regroupés, mais ils essayaient justement d'obtenir la solidarité de tous les automobilistes qui passaient sur ces ronds-points. Et en soutien au mouvement des Gilets jaunes, de nombreux automobilistes klaxonnaient en disant on est solidaire, on vous soutient, etc. Donc, là, un mouvement social ne peut réussir que si justement il intègre d'autres couches de la population et favorise donc le lien social dans la société en général. Deuxième point, les luttes sociales contribuent, dans certains cas, à créer un groupe social qui n'existait pas ou qui était invisible. Dans le cas des Gilets jaunes, c'est le cas. Il n'y avait pas de groupe de Gilets jaunes. Il n'existait pas. Ce groupe, c'était des couches sociales qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas conscience de leur unité. C'est le fait de créer ce mouvement qui va créer un groupe qu'on va appeler les Gilets jaunes et qui va caractériser un nouveau rapport de classe. Troisième élément qu'on peut retenir, c'est que les luttes sociales s'inscrivent généralement dans des revendications qui concernent au moins l'un des 4 types de liens sociaux.
ou l'une des 4 sphères de la morale collective. Dans le cas des chaussonniers de Fougères, c'était bien le lien professionnel, le lien de participation organique et la morale professionnelle qui était engagée. C'était le premier type de lien qui était engagé. Dans le cas des Gilets jaunes, c'était le lien de citoyenneté qui a été finalement, à travers les revendications de justice sociale et fiscale, c'était bien cette question de la citoyenneté qui était mise en avant. Donc, les luttes sociales, on peut tout d'abord voir quel est le type de lien sur lequel va s'appuyer la revendication. Mais le succès d'une lutte sociale dépend en grande partie de la capacité à intégrer les autres types de liens sociaux ou les autres sphères de la morale collective. C'est vérifié dans le cas des chaussonniers de Fougères, c'est vérifié aussi dans le cas des Gilets jaunes. Et on pourrait dire que la théorie de l'attachement social peut donc être mobilisée dans l'analyse contemporaine ou historique des mouvements sociaux. Et j'aimerais bien, si vous voulez, dans l'avenir, pouvoir aussi étudier des mouvements sociaux en Amérique du Sud. Il y en a de nombreux, et on pourrait certainement les éclairer, me semble-t-il, en partant de cette perspective des liens sociaux que j'ai essayé de développer avec vous aujourd'hui. Et j'en ai terminé pour cette séance. Je vous remercie. Si on peut prendre quelques questions avant que l'on commence notre deuxième partie, un séminaire plus restreint. Tout vous semble clair? Vas-y. Vous pouvez mieux parler peut-être en… Oh, comme vous voulez. Comme vous voulez. Parce qu'il y aura une traduction de toute façon. Si vous parlez français, très bien. Português, né? Até travar, mas enfim. Comme je disais, je vais parler en français. Hein. J'ai suivi votre démarche méthodologique, conceptuelle. Ma question a à voir avec ma thèse que je travaille sur les intellectuels haïtiens des années 20 et 30, Georges Sylvain et Jean Prasmaus, hein, qui se sont engagés dans une lutte, je dirais, contre-hégémonique, de contre-culture, au moment de l'occupation nord-américaine de 1915 à 1934. J'ai utilisé à maintes reprises le terme résistance, par exemple, dans ma thèse. Dans votre exposé, j'ai vu surtout vous parler, et même à la fin de l'exposé, que vous utilisez l'idée de renforcer comment ce conflit a pu renforcer les liens sociaux. Donc, ma question, c'est pourquoi ce choix de renforcer les liens sociaux en guise de parler de résistance contre-hégémonique, puisque quand même, on a vu dans votre exposé que l'hégémonie, la domination est souvent testée, est souvent défiée. Hein. Mais vu la dynamique, elle est souvent renouvelée également. Hein. Bon, c'est ça ma question. Hein. Merci beaucoup pour cette question. En réalité, je parle de lutte sociale, mais le terme de résistance est très souvent mobilisé aussi. Peut-être que je ne l'ai pas mobilisé dans cette session.
mais les luttes sociales sont des formes de résistance. Donc, il n'y a aucune raison d'opposer résistance et liens sociaux. Et d'ailleurs, le chapitre que j'ai cité de mon livre, là où je rentre dans le détail de ces conflits que je vous ai rapidement exposés, font partie d'une partie, c'est un ensemble, ça fait partie d'un ensemble de 3 chapitres où j'étudie aussi les formes de résistance d'une façon générale. Donc, lutte sociale et résistance ne s'opposent en aucun cas de mon point de vue. Et donc, ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que j'ai essayé de comprendre pourquoi les conflits peuvent se maintenir et aboutir à des résultats parfois positifs. Et donc, cette question m'a semblé importante parce que elle met en place le fait que dans les conflits, il y a nécessairement une forme d'entrecroisement des différents types de liens sociaux. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que pour faire réussir un conflit, il faut parfois contribuer à faire comprendre à la population dans son ensemble que les revendications sont légitimes. Et elles sont légitimes à partir du moment où on va considérer qu'elles sont finalement en accord, en lien direct, en résonance avec les principes de la morale collective que l'on a adoptés dans un pays. Et donc, par exemple, dans le cas des Gilets jaunes, on voit que la question de la justice sociale, elle est mobilisée. C'est une forme de résistance très forte qui a pour origine la question de la justice sociale. Ça veut dire que le mouvement va être fort parce qu'il va essayer de montrer que l'opposition à un gouvernement, il se fait sur la base d'une revendication de justice sociale, laquelle justice sociale est tout à fait en harmonie avec la devise républicaine qui implique liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire que dans cette devise, il y a le principe de la justice sociale. Les droits sont des droits politiques, économiques, mais aussi des droits sociaux. Et donc, quand on parle de droits, on mobilise forcément la question de la justice sociale. Et c'est à partir de ce moment-là que, justement, le conflit devient légitime au-delà même du groupe qui est en lutte pour défendre la justice sociale. Parce que ce principe-là de la justice, il associe forcément d'autres couches sociales qui sont sensibles à cette question. Et c'est la raison pour laquelle je milite en faveur de ce cadre analytique qui s'efforce de prendre en compte le conflit dans sa globalité, de le mettre en relation avec les normes sociales et de montrer en quoi le conflit met l'accent sur une anomalie, quelque chose qui remet en question des principes de la vie collective. Et donc, c'est cette lutte sociale qui contribue à mettre les choses dans le bon ordre, en quelque sorte, à faire en sorte que soient respectés des droits qui ne sont pas respectés. Et je pense, dans votre sujet de thèse, que ces intellectuels haïtiens, certainement, avaient aussi des revendications qui ont été finalement entendues par le fait même qu'on les a considérées à un moment donné comme profondément légitimes. Et c'est cette légitimité qu'il faut obtenir pour faire réussir le conflit. Je crois avoir à peu près répondu à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Lila. Bom, obrigada pela aula de hoje. Acho que a gente tem feito avanços e cada vez mais complexo entender a teoria, mas coloca novas questões para a gente. Então, a partir disso tudo, que a gente vem discutindo desde a semana passada, né, fiquei pensando um pouco a partir do caso dos coletes amarelos, né? Parece que você está falando de um grupo, de uma formação de grupo,
ou de uma formação de classe a partir das sociabilidades e do conflito social. São dois elementos importantes. Na minha pesquisa, quando eu estou olhando para os movimentos em torno das campanhas de solidariedade que aconteceram no Brasil durante a pandemia, me parece que eu também estou falando de uma formação de grupos e de classes sociais, mas através de um princípio propriamente de solidariedade, né, de ajuda às pessoas, especificamente na questão da alimentação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como essa sociologia dos vínculos poderia ajudar a entender a formação dos grupos e das classes sociais e o que isso coloca de novo no debate sociológico sobre formação de classe e grupos sociais. Merci beaucoup pour cette question qui effectivement nous place certainement dans une autre optique que celle que j'ai essayé de développer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous ai parlé donc de conflits de lutte sociale, alors que votre sujet porte sur les campagnes de solidarité qui impliquent effectivement beaucoup d'actes beaucoup de volontarisme de la part donc, de la population en général pour renforcer cette entraide nécessaire dans une période de crise comme celle de la pandémie. Et je crois que c'était tout à fait un très beau sujet de thèse, parce que, mais je le dirais que c'est un très beau sujet de thèse parce que justement, cette période particulière va contribuer, de mon point de vue, à renforcer un lien qui n'était pas forcément très développé antérieurement, notamment au Brésil. On sait que les organisations humanitaires au Brésil sont souvent des organisations qui viennent de l'extérieur. Les grandes organisations humanitaires sont souvent celles qui se sont développées à partir de pays parfois occidentaux qui sont présentes dans ces grands mouvements humanitaires. Et là, la question me semble tout à fait intéressante parce que ce contexte de crise va permettre finalement aux Brésiliens, à la société civile brésilienne, de s'organiser directement. C'est-à-dire qu'il s'agit de penser directement l'aide à toutes ces victimes et de la pandémie et d'éviter effectivement que cela se traduise par une pauvreté extrême, par des situations d'isolement social considérables. Bref, ça crée un élan de solidarité qui peut susciter effectivement un renforcement du lien social en général au Brésil. Mais est-ce qu'il s'agit à cette occasion-là, je n'en sais pas encore suffisamment pour savoir s'il s'agit finalement d'un groupe social mobilisé c'est votre thèse qui va permettre de le dire, est-ce que finalement toutes ces personnes qui sont s'engager au titre de la solidarité, est-ce que ces personnes, ces populations constituent finalement un groupe social homogène? Est-ce que, par exemple, ce sont plutôt des populations proches du Parti des travailleurs ou non? Ou est-ce que c'est aussi la société civile de façon plus large? Est-ce que c'est des classes moyennes, des classes supérieures, des classes populaires qui vont s'engager? Finalement, c'est votre thèse qui va nous permettre de le dire. Là, comme c'est un sujet nouveau, moi j'attends beaucoup de vous pour essayer donc de décrypter ce qui s'est passé pendant cette période et peut-être de l'analyser en reprenant les cadres analytiques de la théorie de l'attachement social. Je pense qu'en décomposant les différents types de liens, en partant du fait déclencheur des différents groupes qui se sont mobilisés, qui se sont renforcés, peut-être finalement une autre configuration s'est constituée pendant cette période. Mais je ne peux pas à cette occasion, je peux pas vous répondre parce que je suis en attente des résultats de votre enquête. Mais je suis prêt avec vous à y réfléchir. Et voilà.
Il y a une autre question avant qu'on puisse clore la séance. Daniel? Eu fiquei com uma dúvida específica no início, quando o professor dialogava com Koser, esses conflitos motivados por afetos, e o senhor mencionava a necessidade de distinguir esses que são organizados por organizações com objetivos específicos, desses mais psicanalizados. Como a gente pode olhar para o dos coletes amarelos, por exemplo? Quando compara-se com o caso de Fougère ou o caso de Molex, que o professor cita no livro, da capital da autoctonia, uma coisa assim, dá uma ideia de uma identidade sendo formada num diálogo mais preciso com o Touraine. Agora, quando falo especificamente sobre o movimento dos coletes amarelos, eu fico em dúvida se esses laços formados não são algo mais fugaz, até que ponto pode-se falar de uma identidade mesmo, ou se ele não estaria talvez numa outra chave. Isso fazendo até uma comparação com movimentos como a gente teve aqui no Brasil, de 2013, né, aquelas jornadas. Há algum tipo de sociabilidade formada, né, durante essas mobilizações, mas até que ponto é algo consistente como uma identidade mesmo, ou sendo algo mais fugaz mesmo e que fica circunscrito ao período daquela manifestação, daquela mobilização? Merci beaucoup encore pour cette très bonne question. Merci d'une façon générale de l'intérêt que vous portez à cette séance et vos questions sont très riches. Alors, ce mouvement des Gilets jaunes, il va justement renforcer l'unité d'un groupe qui n'existait pas. Est-ce que c'est fugace? Je ne voudrais pas le dire ainsi, quelque chose qui va disparaître. D'abord, il s'est créé quand même, il y a eu des grandes enquêtes qui ont été réalisées sur les Gilets jaunes. Ça a mobilisé beaucoup d'énergie dans les recherches en sciences sociales. Beaucoup de mes collègues et moi-même, on a été très attentifs à tout ce mouvement et donc on a essayé d'essayer de le comprendre. Il me semble que cela a permis à toutes ces personnes de se sentir finalement appartenir à une catégorie sociale qui n'existait pas jusque-là, de prendre conscience que ce qu'ils vivaient, ça résonnait avec les expériences d'autres personnes qui vivaient parfois à proximité de leur domicile sans qu'ils puissent véritablement se connaître, ces personnes. Donc, je crois véritablement qu'on est là face à la création véritablement d'un mode de sociabilité. Et les enquêtes montraient à quel point ces personnes ont créé des liens d'amitié très forts pendant le mouvement. Très, très forts. Le fait de se réunir pendant plus d'1 an sur les ronds-points, d'aller tous les samedis manifester, prendre des cars pour aller manifester dans des villes, ça a créé des liens très, très forts et ça les a fait sortir de leur isolement social. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose comme ça qui s'est créé sous la forme d'une révolte et qui disparaît par la suite. Je pense au contraire que même si les Gilets jaunes, on n'en parle plus véritablement, ça a structuré un débat social en France qui se traduit par une opposition particulièrement forte en ce moment au gouvernement en place. C'est-à-dire qu'il y a là une sorte de rapport social qui s'est renforcé pendant cette période, et même si le mouvement a connu une fin, il peut ressurgir sous des formes différentes puisqu'il exprime finalement un profond ressentiment, une profonde frustration. Et si par exemple, il y a eu un grand succès du mouvement de
lutte contre la réforme des retraites en France, on se rend compte que finalement, cette lutte contre cette réforme des retraites a fait ressurgir des revendications qui étaient aussi portées par les Gilets jaunes. En fait, ce qui me frappe beaucoup dans les mouvements que nous avons rencontrés là en France récemment, c'est que c'est la question de la justice sociale qui devient fédératrice. C'est-à-dire que c'est la revendication pour finalement renforcer ce lien de citoyenneté. Ça me semble quelque chose de très, très fort. Et qui se distingue donc des revendications ouvrières traditionnelles qui s'inscrivent plutôt dans une morale professionnelle. Là, il s'agit directement de protester parce que ces personnes ont le sentiment que la justice sociale n'est pas respectée. Et donc, je ne dirais pas que c'est fugace, que c'est quelque chose qui disparaît comme ça, mais qui traduit plutôt une tendance forte de la société française, avec le risque de récupération politique de ces mécontentements, y compris par des forces politiques que l'on ne voudrait pas forcément voir au pouvoir. Je pense en particulier à l'extrême droite. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a là quand même quelque chose de profond qui marque véritablement une évolution de la société française. On va peut-être s'arrêter là et en tout cas, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement l'interprète pour le travail admirable qu'il fait. Merci beaucoup.